Voilà, c'est sous la double injonction, si j'ose dire, de cette déclaration que je citais, et puis par ailleurs de cette phrase de Stéphane Hessel que je voudrais vous accueillir en nous demandant collectivement de bien vouloir excuser également l'absence de Pascal Chabot à vos côtés, qui malheureusement a fait une mauvaise chute hier et a un pied plus que endolori qui ne lui a pas du tout permis de nous rejoindre ce matin, et il a tenu ce matin par message à vraiment à vous présenter ses excuses. Nous lui avons bien entendu souhaité le plus prompt rétablissement. Ceci étant acté. Édouard Delruel, peut-être un mot sur cette injonction à la création et à la résistance que Stéphane Hessel mettait en exergue. Est-ce que on l'entend souvent cité dans l'actualité pour l'instant, mais est-ce que c'est devenu plus un gimmick qu'une réalité, la résistance ? Bien, alors, je crois que la résistance, d'abord, c'est une manière d'être indispensable dans une société, parce qu'une société humaine est toujours faite de rapports de domination. Il y a deux grandes façons de définir la barbarie, ou bien on voit ça comme le chaos, le désordre, le tumulte, les masses qui se révoltent, ou on le voit comme la domination du plus fort. Moi, je pense que la barbarie, c'est d'abord la domination du plus fort. Donc la résistance est d'abord une manière d'être naturelle que d'abord connaissent tous les gens humiliés et dominés, et c'est la seule façon d'exister, c'est la seule façon d'être. Et puis il y a peut-être des périodes de l'histoire où la résistance est d'autant plus nécessaire, et il faut d'autant plus réfléchir sur les modes de résistance. Je pense qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui est complètement en crise, une crise de civilisation. Vous avez cité tout à l'heure Amin Maalouf. Son dernier ouvrage, c'est le naufrage des civilisations. Ces titres sont généralement assez pessimistes, hein, les identités meurtrières, le dérèglement du monde. Alors maintenant, il est carrément au naufrage des civilisations. Mais je pense qu'il a raison d'un constat qui est extrêmement pessimiste. Et donc, quand on est dans une période de crise, ce sont des périodes généralement de forte inégalité, de forte domination, de conflits et des guerres. À nouveau, ce sont des dominations. Et donc, aujourd'hui, la résistance se pose, et elle se pose de façon tout à fait concrète. Et là, j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir. Il ne faut pas non plus se payer de mots. On a besoin, évidemment, de grandes figures de la résistance. Il y a ici une salle Rosa Parks, il y a un espace Francisco Ferrer. Ce sont évidemment de grands résistants. Mais il faut voir aujourd'hui quels sont les foyers de résistance, les foyers de conflit dans la société. Sur le plan social, on a vu les Gilets jaunes. Sur les rapports hommes-femmes, il y a un nouveau féminisme aujourd'hui qui met en avant les violences faites aux femmes, le phénomène des féminicides, et d'un féminisme qui est d'abord le fait des femmes, aussi des inégalités à la maison, donc qui force en quelque sorte le discours politiquement correct. On en a parlé tout à l'heure de l'égalité femmes-hommes, en disant non, il y a des violences, et donc il faut des formes de résistance plus fortes. La question du climat, on voit que les jeunes sont en train quand même fort de bousculer notre génération, et on en a parlé aussi tout à l'heure avec Bonique Lavry, c'est la question, disons, décoloniale, et on voit bien que le racisme, ce n'est pas seulement des individus racistes et des groupes racistes. Alors dans ce cas-là, il suffit de lois antidiscrimination. Je peux en parler pendant longtemps parce que je connais un petit peu la question. Mais on voit bien que ce ne sont pas simplement des individus qui sont racistes. C'est la société qui l'est fondamentalement, qui a un racisme structurel, un racisme institutionnel, et donc qui suppose des formes à nouveau de résistance, de conflits beaucoup plus fortes. Donc à la fois, la résistance, elle est un mode d'être nécessaire pour tous ceux qui sont dominés d'une manière ou d'une autre, et nous sommes dans une période, on le voit, où les conflits vont s'exacerber, où la violence est plus forte, et il nous faut donc réfléchir à quel mode de résistance. Il faut de ce point de vue-là faire preuve de création, d'inventivité, parce que la résistance, et donc sans doute la violence, doit aller avec la civilité, c'est-à-dire il faut résister. Et le but, c'est d'éviter le naufrage des civilisations. Et donc, il y a là tout un travail, mais je ne vais pas continuer, je vais laisser parler les gens et vous relancer. Mais il y a là toute une réflexion que nous devons avoir sur les formes de résistance pour ne pas se payer de mots. Nous sommes quand même ici à Liège, en Belgique, en Occident,
et sans doute la grande majorité d'entre nous, très bien préservés. Ne nous payons pas de mots en nous présentant comme des grands résistants dans notre vie de tous les jours. Ce n'est actuellement pas vrai, ce n'est pas nous, ici, très majoritairement, peut-être l'un ou l'autre évidemment, qui souffrons et qui sommes dominés. Donc je pense qu'il y a vraiment ce travail à faire de réflexion aujourd'hui sur les formes de résistance. Mais j'espère qu'on y reviendra parce que j'ai quand même des petites choses à dire là-dessus. Eh bien, ça, je n'en doute pas. Avant de me tourner d'ailleurs vers Jean Leclerc, un mot encore, parce que je disais que la transition allait être plutôt évidente. Édouard Delruel, c'est que vous êtes l'un des administrateurs qui accompagnait depuis le départ la fondation Ihsane Jarfi, et je vous ai lu à cet égard. Et à propos de la trajectoire aussi d'Hassane Jarfi que nous recevions il y a l'instant, pauvreté dans son enfance, déracinement, intolérance, il en témoignait, et vous disiez « Toutes ces douleurs se croisent et se répondent l'une l'autre en un exil sans fin dont Ihsane est l'origine et l'horizon ». Voilà, c'est dans la préface au livre Un couloir de deuil. Hassane m'avait demandé de faire cette préface. Je pense que c'est important dans la démarche Jarfi, de revenir jusqu'à l'origine, jusqu'au départ au Maroc et jusqu'à cette fondation, parce que c'est un parcours, et c'est effectivement, Hassane l'a dit tout à l'heure, un parcours d'exil, de double rejet, et de faire de cet exil à la fois un progrès, une création, un acte de solidarité qui aujourd'hui se traduit dans cette fondation. Alors Jean Leclerc, en vous souhaitant évidemment le bonjour, je reviens à ces articles que je citais tout à l'heure. On peut peut-être quand même se poser la question, dès lors qu'en 1793, on se sent obligé de le couler en force déclaratoire, le droit à la résistance, même l'injonction d'insurrection, ça remonte à quand ? C'est quoi, c'est Spartacus ? C'est une très très longue histoire qui fait aussi que si ce droit doit faire l'objet vraiment d'une réflexion profonde, il doit aussi faire l'objet d'une éducation, et j'espère qu'on reviendra à la question de l'école. Alors, dans les faits, le mot apparaît au XIIIe siècle, donc dans la situation de l'univers féodal, où il s'agit, en réalité, lorsqu'il y a une place forte, de résister aux formes de l'assiégeant. Donc ça, c'est vraiment pour l'étymologie du mot. Mais en réalité, dès qu'il y a gouvernement et dès qu'il y a gouvernant dans l'histoire des humains, il y a une réflexion autour du droit à la résistance, qui n'est d'ailleurs pas que dans l'univers ou dans la sphère occidentale. Par exemple, en Chine, en 1100 avant l'ère commune, il est évident que si l'empereur reçoit le pouvoir par un prescrit du ciel, et on connaît toute l'importance du ciel dans la pensée chinoise et asiatique, il n'en meurt pas moins qu'il y a la possibilité de le destituer. Et à partir de là, et alors notamment donc chez les Grecs, dans cette réflexion sur l'articulation entre la démocratie et la tyrannie, la question des paroles non écrites dans la résistance d'Antigone, dans la figure de Cicéron, qui est le premier dans les théoriciens politiques à réfléchir à la doctrine du tyrannicide, on voit bien que à partir du moment où le pouvoir devient absolu, où il devient tyran, où il n'a plus le sens de la limite de la démocratie, puisque le projet de la démocratie, n'oublions pas, c'est aussi un projet qui instaure des limites, et singulièrement une limite entre le monde des dieux et le monde des humains. Eh bien, chaque fois que ces limites sont franchies, eh bien, il y a la possibilité de la résistance. Et puis, ça va continuer. On va aussi le voir apparaître de façon intéressante dans le domaine que moi j'appelle de la religiosité. Et étonnamment, la formule de droit de résistance, elle va prendre de l'ampleur à partir, on en a parlé hier avec nos deux Henri, à partir de l'édit de Nantes. Et on va voir apparaître cette idée d'une résistance à l'intérieur alors de la sphère religieuse, puisque on est aussi dans la réception du discours de la servitude volontaire de la Boétie, où il s'agit de s'affranchir, où il s'agit de s'alléger. Puis alors sur le plan de la réflexion et des théoriciens politiques, là c'est vraiment très très intéressant à observer, parce qu'on voit apparaître des cas de figure. Par exemple, Hobbes redoute le droit à la résistance pour la question de la sécurité du peuple. Kant est très frileux sur la question du droit de résistance, parce qu'il pense que le démos doit être dans une attitude
global et général d'adhérence à la légitimité, et le premier qui va vraiment travailler en profondeur la notion de droit de résistance, c'est Locke, avec une réflexion autour de l'état de guerre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tant le gouvernement d'ailleurs que le peuple quitte l'esprit de la loi et l'esprit du droit, il doit y avoir un droit de résistance, et on voit alors apparaître toute une question qui va implémenter la réflexion et les théories du droit de la résistance, c'est que dans le droit de la résistance, il ne doit pas y apparaître une forme de subjectivité qui va devenir un sur-héros et qui lui-même pourrait devenir le nouveau tyran. Donc là, on a vraiment une littérature considérable sur l'histoire du droit de résistance et surtout la façon dont on le met en œuvre. Voilà. Ça ne vous étonnerait pas, comme on dit, de là où nous parlons aujourd'hui, que je vous pose cette question, je l'espère, mais comment résister à Dieu? Est-ce que l'athéisme est la réponse et la forme de résistance à Dieu? Oui, sans doute. J'ai toujours pensé sur ces questions-là. D'ailleurs, j'avais commis un petit papier, je pense ici pour le Centre d'action laïque de Liège, où m'était posée à l'époque la question de savoir si on pouvait être libre-exaministe et croyant ensemble. Et j'avais répondu par la négative, alors que notre ami Cornille avait répondu par la positive. Et j'avais répondu par la négative, pourquoi ? Parce qu'en réalité, il me semble qu'il faut bien connaître comment fonctionne ce que j'appelle la religiosité, pour ne pas non plus rentrer tout de suite dans des objets, les objets étant les religions qui apparaissent et qui disparaissent d'ailleurs. Parce qu'on voit ça de façon microscopique, mais il faut aussi regarder ça sur le temps de l'histoire. Et j'avais répondu non, pourquoi ? Parce que il y a dans la structure même de ce qu'est une religion, presque dans son essence, si vous me permettez d'employer cette formule-là, un système de type hétéronormatif. Et quelle que soit la conviction, quelle que soit la croyance, quel que soit le monothéisme, vous avez toujours un système où la loi vient d'un ailleurs. Voilà. Et puis, il y a aussi à l'intérieur de l'expérience croyante, de l'expérience religieuse, il y a la nécessité d'une adhésion par la foi ou par un assentiment. Et ça, quand on regarde les textes, mais ça devient très 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 difficile parce que nous sommes dans une période de déshérence de la connaissance religieuse, avec donc un flou considérable, et même du côté des sphères croyantes et convictionnelles, qui ne connaissent plus en réalité ni la structure théologique ni la structure dogmatique de leur message, qui font que, comme nous le disent les sociologues, les identités religieuses sont floues, elles sont composées, ils nous disent même qu'elles sont braconnées, un peu de judaïsme, un peu d'islam, etc. Mais quand vous regardez vraiment la nature des textes, vous voyez que la foi est une condition essentielle et que surtout, il ne faut pas la perdre. Alors on a confondu le langage de la foi et le langage du doute, et je disais donc que le libre examen ne s'accommode pas de cette foi qui va s'accompagner d'un dogmatisme. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, la foi, si vous voulez, pour un peu prendre cette métaphore-là, c'est un terrain originaire, c'est un terrain fondamental, et vous êtes dedans. Si vous la quittez, alors vous êtes sorti du régime de la foi et du régime de la religiosité. Et donc, en ce sens-là, pour revenir à la question de l'athéisme, c'est certainement une mise à distance, c'est certainement une perspective critique, mais qui présuppose quand même de bien connaître ou bien ce que l'on nie ou bien ce que l'on quitte. C'est pourquoi j'ai toujours adoré la formule de Lacan, mais une formule qu'il faut lire évidemment à titre de paradigme, qui consiste à dire que seul le théologien peut être athée, parce qu'il sait ce qu'il quitte et éventuellement ce qu'il va nier. Mais donc il faut vraiment comprendre que dans la structure de la religiosité,
il y a quelque chose qui est un indépassable et un insurmontable dont on ne peut pas faire l'économie, ou alors on quitte cette sphère. J'imagine, Édouard Delruel, que vous avez envie de réagir à ce propos. Oui. Bon, je suis globalement d'accord, et je vais peut-être m'aller un petit peu plus loin. Maintenant, je pense que c'est une vision qui est terriblement prédéterminée par le monothéisme, c'est-à-dire, par exemple, de réduire la religion à la foi. Dans les polythéismes, la foi, la croyance dans les dieux n'est pas important. L'important, c'est de pratiquer les actes rituels qu'il faut pour que l'ordre du monde perdure. Et donc l'adhésion à quelque chose n'est pas fondamentale. Donc nous avons une vision de la question des religions qui est terriblement prédéterminée par le monothéisme et par le monothéisme chrétien en particulier. Je pense, alors moi je vais venir à ma petite référence, mais qui est une référence énorme en matière de religion, qui est Spinoza. Oui. Voilà, et en gros, Spinoza, si vous ouvrez l'éthique, son principal livre, ça commence par livre 1, d'Idéo, de Dieu. Bon, Dieu est tout, Dieu est l'ensemble des choses, etc. On se dit, voilà, on n'est pas du tout dans l'athéisme. En fait, ce Dieu étant la totalité du monde, il n'a donc aucune transcendance, etc. Là, Spinoza essaye un petit peu d'égarer ses censeurs, mais surtout, dans son deuxième grand livre, le traité théologico-politique, l'idée fondamentale de Spinoza, c'est l'important n'est pas l'athéisme, l'important c'est la liberté absolue de la conscience. Et il faut bien dire, contre un John Locke qui était un grand philosophe, mais qui était quand même un sacré hypocrite, aussi, sur la résistance à l'oppression, comme sur la question de la religion, les fameuses lettres sur la tolérance de John Locke, mais là j'en sais déjà ce que je vais dire, mais John Locke dit il faut tolérer toutes les religions, et alors il va très loin, il dit même les polythéistes, on appelait ça les idolâtres, les juifs, c'était pas évident à l'époque de tolérer la religion juive, les mahométans, on se dit c'est merveilleux, tout va bien, mais il y a, attention, pas les athées, pas les athées, parce que eux, comme ils ne croient en rien, ils ne sont pas fiables. On ne peut pas se fier, on ne peut pas faire un contrat avec eux, parce qu'on ne sait pas sur quoi repose leur... Bon. Alors il disait ça, plus les catholiques ultramontains, c'est-à-dire les catholiques qui sont aux ordres de Rome et non pas du pays. Donc on voit que le plus important n'est pas la tolérance, qui est un très beau mot, mais qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence, c'est la liberté absolue de la conscience. C'est-à-dire le fait qu'en conscience, je peux examiner une question sans aucun présupposé. Alors il vaut mieux, de ce point de vue-là, sans doute connaître les religions, si on veut s'attaquer aux religions, si on veut commencer à les critiquer, ce que Spinoza fait dans le traité théologico-politique, et il connaissait très très bien les religions. Donc voilà, et ça c'est le but de la laïcité, c'est la base de la laïcité. On parle ici des 50 ans de la laïcité, la liberté absolue de la conscience, pas la liberté de religion, pas la liberté de culte qui suppose, etc., la liberté absolue de la conscience. Et une fois qu'on a cette idée fondamentale de la liberté de conscience, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc on ne va plus pouvoir organiser la société sur un ciment religieux, d'où l'anticléricalisme, ou toute une série de combats anticléricaux en matière d'enseignement, en matière d'égalité des individus, etc. Mais ça suppose aussi donc que la laïcité doit répondre à la question, si on n'organise pas la société à partir d'un ciment religieux, d'une fondation religieuse, on l'organise comment? L'enseignement, on fait comment? Les hôpitaux, on fait comment? La régulation sociale, les rapports sociaux, on fait comment? Et c'est là où la laïcité, ce n'est pas seulement la liberté absolue de la conscience, c'est aussi une réflexion sur la solidarité, sur l'égalité, parce que cette liberté doit évidemment être égale liberté. Si je suis libre d'opprimer autrui, d'exploiter autrui, lui n'est pas libre. Et la solidarité doit être une solidarité dans le respect des libertés individuelles. Et donc, pour être tout à fait d'accord aussi avec ce que Isabelle Bonny-Claverie a dit tout à l'heure, non seulement il faut décliner au singulier, mais on pourrait même montrer que liberté, égalité et fraternité, j'aime quand même ce mot, j'aime aussi solidarité, mais j'aime aussi fraternité, en fait c'est la même chose. Ce n'est qu'un mot qui se décline de 3 façons. Et la laïcité nous ramène
à la liberté, qui donc est égalité et qui donc pose la question d'une autre solidarité qu'une solidarité organisée par des principes transcendants. Messieurs, je voudrais vous lancer la question qui méritera évidemment 50 rayons de bibliothèque, j'en ai conscience, mais quand même, c'est quand faut-il transgresser? Quand faut-il s'insurger? Parce que je reviens toujours à cette injonction qui dit que c'est le plus impératif des devoirs et le plus sacré des droits lorsque le gouvernement opprime pour le citoyen, pour chacun d'entre nous et pour la nation de s'insurger. Mais quand et comment faut-il s'insurger? Mais alors, d'abord sur le plan de la littérature, puisque vous parlez des bibliothèques, effectivement, il y en a beaucoup là-dessus. Ce que l'on voit, c'est toujours... Donc d'abord, il y a une réflexion de fond pour savoir si c'est un droit positif ou si c'est un droit naturel. Et alors là, les écoles diverses, soit c'est un droit naturel qui est carrément essensifié, qui est écrit dans la nature humaine et qui fait que l'oppression est une sorte de constante universelle. Et puis alors, il y a un droit plus positif qui va chercher le droit pragmatique sur le plan de la défense, alors de l'individu. Et on voit bien que quand on regarde les théoriciens du droit de la résistance, par exemple, si on va voir du côté de gens comme Rawls ou du côté d'Habermas, mais on peut aller voir aussi du côté de toute la production de Hogienne, Laugier, enfin, etc., qui sont vraiment donc des théoriciens contemporains, c'est toujours cette articulation entre l'individu et le collectif. Et avec cette idée fondamentale que, en fait, dans les droits de la résistance, il va y avoir plusieurs formes de ce droit. Ce sont des droits qui peuvent aller d'une extrême violence jusqu'à une non-violence. Il y a véritablement une palette. Et c'est à l'intérieur de ce droit à la résistance qu'interviennent des notions comme la manifestation, des notions comme l'objection de conscience, mais qui est beaucoup plus personnelle, et qui d'ailleurs trouve son origine dans la question du rapport à l'état militaire, et puis la désobéissance, mais qui est toujours une désobéissance civile. Qu'évidemment, la grande difficulté de penser le droit à la résistance, c'est d'inscrire le droit dans la Constitution, et c'est une objection à ceux qui le réfutent, et de mettre un article de loi qui dit que l'on peut aller contre la loi. Donc il faut vraiment penser cette articulation interne qui fait que ce droit à la résistance est quelque chose de très fluide, de très dynamique, que je pense on ne doit pas réifier. Il faut le considérer à la fois comme un acte, mais aussi comme une dynamique pour à chaque fois voir comment on va le vivre dans la société, et donc aussi comment on va le mettre en œuvre chaque fois que les libertés fondamentales, que nos droits civiques, que nos droits politiques et que nos droits juridiques sont remis en question et sont bien entendu bafoués. Et en ce sens-là, on doit vraiment dire que le droit à la résistance, c'est comme la respiration de la Constitution, qui à la fois vivifie le constitué et qui vivifie le constituant. Voilà. Édouard Delruel, je la sortirai, si vous le voulez bien, cette question, peut-être de cette formule-là pour vous. Est-ce que cela s'enseigne? Est-ce qu'il faut enseigner le droit à la résistance? Bon, alors ici je vais, pour essayer aussi qu'il y ait un peu de débat, exprimer un profond désaccord philosophique et politique, ici avec l'idée qu'on pourrait enfermer la résistance dans le droit, que ce serait un droit. Alors peu importe que ce soit un droit positif, la déclaration de 93, et merci de rappeler qu'il n'y a pas seulement la déclaration de 89, qu'il y a celle de 1793 qui va beaucoup plus loin, qui est beaucoup plus forte, radicale sur tous les plans d'ailleurs, mais qui évidemment est mise sous le boisseau parce que c'est Robespierre, que c'est la terreur, etc. Mais qui est extrêmement intéressant. Mais alors peu importe que la résistance, ce soit un droit naturel ou un droit positif, moi je pense qu'il ne faut pas enfermer la question de la résistance, de la transgression, de la désobéissance dans le droit. Tout simplement parce que la résistance, c'est d'abord un fait. C'est d'abord un fait qui ne se laisse enfermer dans aucun droit. La désobéissance civile, je voudrais toujours rappeler le grand inventeur du concept même de désobéissance civile, un certain David Henry Thoreau, un intellectuel romancier américain du 19e siècle, et donc qui avait fait un acte de désobéissance civile, et puis il a théorisé ça après, il a refusé de payer ses impôts parce que les impôts servaient à faire la guerre contre le Mexique et à entretenir les États esclavagistes. Très bien, bravo à Henry Thoreau. Il faut savoir que, ne payant pas ses impôts,
il a fait 1 jour de prison, et puis sa tante a payé les impôts, et il est rentré chez lui. Hein. Bon. Donc la désobéissance civile, à ce prix-là, c'est ce que je disais tout à l'heure en disant, il faut quand même pas se payer de mots. Hein. Donc vous voyez, quand on commence à trop intellectuel... Rosa Parks l'a payé beaucoup plus cher, elle. Et sans doute qu'elle a payé beaucoup plus cher. Mais bon, donc non, mais je dis Rosa Parks, elle l'a payé beaucoup plus cher. Tout à fait. Mais c'est d'abord un fait, la résistance. C'est d'abord une réalité de fait, comme je le disais tout à l'heure, de ceux qui, dans leur chair, sont dominés, sont exploités, sont humiliés, sont aliénés, etc. C'est d'abord un fait. Et qui ne s'autorise d'aucun droit. C'est-à-dire que quand les personnes résistent, quand les personnes se révoltent, les résistants pendant la guerre, et j'ai la chance d'avoir eu un grand-père qui a fait ce geste, il ne s'est pas posé la question de savoir s'il y avait le droit ou pas. Hein, c'est un fait. Je rappelle un très beau texte de Michel Foucault, Inutile de se révolter, un point d'interrogation, et c'est ce qu'il dit aussi, c'est que le soulèvement, la révolte, c'est d'abord un fait. Et donc, à partir du moment où c'est d'abord un fait, ça devient donc une question politique et une question éthique. C'est-à-dire, une fois qu'on résiste, en fait, on s'aperçoit qu'on est en train de résister, de transgresser, etc., etc. Comment on l'organise ? Sous quelle forme ? Sous quelle forme qui n'accentue pas encore la violence, qui n'ajoute pas encore la violence ? On se révolte contre une violence. Comment ne pas entrer dans un mimétisme par rapport à celui qui est violent ? Donc il faut faire preuve de beaucoup d'invention. On songe évidemment à des gens comme Gandhi, Mandela, etc., de l'intelligence politique dans les formes de résistance, de révolte. Et donc comment introduire un maximum de civilité en réalité, puisque, comme je le disais, le but ultime, c'est évidemment de rétablir une égalité et de rétablir des conditions de civilité. Et puis c'est une question éthique, c'est-à-dire personnelle. Où est-ce que je me situe à un moment donné, à un moment de crise, à un moment de guerre, de conflit, où est-ce que je me situe personnellement ? À nouveau, Isabelle Bonny-Claverie a dit quelque chose de très juste et qui doit nous interpeller. Pour nous, en tout cas nous trois, qui sommes blancs, et on pourrait ajouter hommes, et on pourrait ajouter la cinquantaine, on pourrait ajouter occidentaux, etc. Même si on a tous aussi nos particularités et nos subjectivités, mais elle nous a interpellés sur notre blanchité. Et donc, à un moment donné, de se dire je fais partie des dominants ou des dominés. En tant que dominant, comment est-ce que je dois à ce moment-là transgresser par rapport à moi-même, travailler par rapport à moi-même. Donc, la résistance, la révolte, elle n'est pas seulement vis-à-vis des autres, parce que c'est généralement plus facile. Elle est aussi par rapport à soi-même. Être antiraciste, comme elle nous l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement ne pas être raciste ou faire de grandes déclarations d'antiracisme, c'est aussi se demander, mais en tant que blanc, en quoi est-ce que je perpétue dans les formes de société dans lesquelles je suis, dans ma façon d'être, en quel sens est-ce que je perpétue le racisme ? Même si je ne suis pas raciste, en tant que blanc, je participe à la perpétuation du racisme. Donc c'est plutôt ça, moi, qui m'intéresse dans la question de la résistance. C'est pas la question de savoir si c'est un droit positif ou un droit naturel, c'est la question de savoir, quand il y a résistance, sous quelle forme politique et sous quelle forme éthique. Mais à l'un comme à l'autre, et je recommencerai par vous, Jean Leclerc, poser la question de l'éducation parce qu'elle me semble fondamentale. Jusqu'où, alors, dans le projet d'enseignement, qui est une chose qui fondamentalement, évidemment, intéresse aussi tout le monde de la laïcité, jusqu'où peut-on pousser l'apprentissage, l'écolage, serais-je peut-être même tenté de dire, de la transgression, donc forcément aussi de l'esprit critique et du libre arbitre, mais la transgression peut prendre des formes bien plus ultimes que celle-là, donc jusqu'où peut-on aller ? C'est-à-dire, il n'y a pas du tout de désaccord philosophique, parce que de fait, je crois qu'il faut sortir de cette question de savoir si on le catégorise dans le droit civil, dans le droit positif ou dans le droit naturel, pas du tout, parce qu'effectivement, je suis bien d'accord avec Édouard, c'est un fait. Et la question, c'est de savoir comment on l'existe, comment on le vit, quelles sont les conditions de possibilité de le vivre, et surtout comment on va l'organiser, et puis comment on va l'enseigner. Voilà. Alors, à cet égard-là, moi, j'ai toujours pensé qu'un des lieux
pour pouvoir faire cette éducation au droit à la résistance. Alors bien sûr, c'est tout le système scolaire, tout le système de l'éducation, qui est quand même un système de la sortie de soi, un système de l'émancipation, ou pour reprendre une certaine vision républicaine de l'école, un lieu où il y a une élévation, puisqu'on parle bien des élèves, voilà. Mais en tout cas, surtout, un lieu de la sortie de soi et de l'émancipation. Et alors, je pense que là, s'il y a bien un combat qui est à faire pour les années qui viennent, et un combat qui est cher à la laïcité, parce que quand on repense à la façon dont le monde laïque s'est investi de ce dossier, c'est le fameux cours de philosophie et de citoyenneté, avec lequel, je pense, nous n'en aurons jamais terminé, puisque il y a 5 ans, il y avait eu une extrême audace sur ce sujet-là. C'était quand même une idée absolument bouleversante que d'instaurer dans une déclaration de politique communautaire 1 heure de philosophie et de citoyenneté. Alors on sait que par rapport à ce qui était écrit en juillet 2014, tout a beaucoup changé, parce que pour le coup, il y a eu le travail parlementaire et puis il y a eu le travail du droit. Et donc c'est un cours qui a été dispensé partout. Bon, on sait très très bien ce que c'est devenu, on connaît bien la situation de l'enseignement libre, mais enfin, il y a eu cette première heure d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté. Malheureusement, cette fois-ci, je n'ai pas vu la même ambition. J'entends qu'on nous retourne vers l'institution parlementaire où on va reprendre le débat, mais c'est un débat qui est déjà fait, puisque les partis politiques de la précédente mandature ont tout simplement fait valoir qu'on pouvait passer effectivement vers ces 2 heures de philosophie et de citoyenneté, et qu'on pouvait même aller vers un régime qui rendrait les cours de religion, je veux dire, en tout cas non plus obligatoires. Voilà. Et alors, évidemment, éduquer au droit à la résistance, à la transgression, apprendre comment l'organiser, tant sur le plan de l'histoire, mais sur le plan aussi de l'exister, c'est certainement là, c'est certainement dans ce cours, et puis à partir de là, alors, dans l'enceinte scolaire, dans la vie sociale, arriver à des moyens où on peut apprendre aux élèves, mais à tous d'ailleurs, comment nous exerçons et comment nous devons vivre ce droit de la résistance. L'articuler, Édouard Delruel, c'est aussi évidemment l'articuler, et vous le faisiez d'emblée l'un et l'autre, mais entre le fait particulier, c'est bien un individu qui à un certain moment est appelé, mais je reviens toujours à ce texte de 1793, c'est aussi le faire par rapport à un sens du collectif, c'est-à-dire qu'il y a aussi lieu de tenir compte, et nous le rappelions hier, il y a peut-être un grand estompement de ça pour l'instant, c'est-à-dire que beaucoup revendiquent pour soi, peut-être moins dans le sens de l'agrément ou du sacrifice au collectif. Voilà, c'est pour ça que je disais que c'est aussi éthique et que ça doit être aussi une remise en question de soi. Ça ne doit pas être une simple affirmation de sa propre subjectivité, de son petit intérêt personnel, etc. C'est aussi de se demander de faire un travail sur soi. Et la transformation du monde, c'est aussi une transformation de soi-même. Alors, je pense que là, ce qui est tout à fait fondamental, effectivement, c'est que l'indignation et la révolte, évidemment, ne suffit pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et je pense que c'est très important de le rappeler aujourd'hui, il faut à un moment donné qu'on soit dans le projet, c'est-à-dire dans la réflexion sur, mais positivement, on veut quoi, hein ? Et c'est pas si facile en réalité d'être dans le récit, dans le projet, dans la projection d'un avenir, comment se représenter l'avenir, et donc d'avoir un cahier de doléances, de revendications, et d'avoir un projet social global. Je dis que c'est pas évident parce que il y a des résistances. À la fois, vous avez un certain discours libéral, néolibéral qui va dire mais il n'y a pas d'alternative, hein, donc il n'y a pas de projet alternatif à avoir. On est dans le monde tel qu'il est, avec ses contraintes de compétitivité, etc. etc. Donc, il n'y a pas d'autres projets à avoir. Mais même un certain néocommunisme, un certain marxisme va tout miser sur la révolution, sur un bouleversement radical. Hein, c'est bien connu que Marx n'a pas écrit grand-chose sur la société communiste. Il n'a pas traduit ça en projet de société parce qu'il estimait, il était convaincu, c'est plutôt une forme de suprême optimisme de sa part, que en se révoltant et en mettant à bas le capitalisme, il
il allait créer une autre humanité fraternelle et selon lui, il n'y aurait même plus besoin d'État, hein, par exemple. Hein. Donc Marx était un anarchiste, en fait, hein, c'était pas du tout un étatiste. Hein. Et là, je pense qu'on a donc le libéralisme et le marxisme qui a un peu anesthésié, un peu tué l'effort de projet que nous devons avoir. Et donc, à un moment donné, si on n'est pas content des conditions, et je ne suis pas du tout content personnellement des conditions sociales dans lesquelles nous vivons, les conditions de la démocratie, je terminerai par un petit mot sur l'école tout à l'heure. Il faut quand même dire mais quel nouveau pacte social voulons-nous, quelle nouvelle société voulons-nous. Et donc là, j'en profite pour faire la publicité pour un petit quelque chose que nous avons commis avec certains. Donc c'est un manifeste pour un nouveau pacte social écologique. C'est maintenant, il y a presque un an que nous avons fait ce travail, qui au départ était une réflexion sur les protections sociales, sur la sécurité sociale, qui est aujourd'hui attaquée dans son cœur. La sécurité sociale, c'est les soins de santé, c'est l'assurance chômage et c'est les retraites. Et on voit que dans tous les pays aujourd'hui, on s'attaque à ce noyau-là de la sécurité sociale. Mais l'État social, c'est aussi le droit du travail, des conventions collectives, des conditions de travail, etc. Et c'est les services publics, dont l'éducation est sans doute le principal. Et je parle de cette initiative parce que précisément on s'est dit, allez, on sait bien que ça va mal les services publics, on sait bien que ça va mal le droit du travail, on sait bien que ça va mal la sécurité sociale, mais vous voulez quoi ? Ça coûtera combien ? Vous voulez plus de sécurité sociale, mais c'est quoi votre modèle économique, c'est quoi la fiscalité, etc. Donc on essaie un petit peu de répondre à ça. Et donc je pense que c'est extrêmement important de se dire qu'il faut aussi un moment pour la réflexion, pour le projet. Et là on retombe sur l'éthique et la politique. Un mot sur l'école. Alors je suis évidemment moi aussi complètement partisan du cours de philosophie et citoyenneté, et je trouve que ça devrait être 2 heures et qu'on devrait en terminer définitivement avec les cours de religion et de morale non confessionnelle, avec tout ce truc, et qu'on fasse un vrai cours de philo. Citoyenneté, ça c'est ma position qui est tout à fait claire. Et donc, on peut enseigner là la résistance, le droit, etc., etc. Mais l'école ne sera jamais crédible dans l'apprentissage de la liberté, dans l'apprentissage de l'égalité et de l'apprentissage de la solidarité, tant que l'école reste fondamentalement, dans sa structure et dans son mode de fonctionnement, un lieu de normalisation, un lieu de sélection et un lieu d'inégalité. Donc, les profs, les pauvres, ils auront beau faire tout ce qu'ils peuvent pour parler de Francisco Ferrer, de Rosa Parks, du docteur Peirce, etc., etc., les élèves voient bien que l'école, en tant qu'institution, est le contraire de tout ce qu'on leur apprend. Et donc, tant qu'il n'y aura pas aussi ce combat-là, et je ne pense pas que c'est le pacte d'excellence qui changera quoi que ce soit, évidemment, l'enseignement à la résistance, à la liberté, à la solidarité, il restera très compliqué. Alors, messieurs... Je ne doute pas que vous ayez encore une journée entière à nous consacrer suite à la question que je vais vous poser pour terminer notre entretien, mais j'allais presque vous dire que faut-il inventer pour sauver la démocratie à l'heure où vous avez fait l'un et l'autre référence à cette espèce de quête, je ne sais pas si on peut, en tout cas de question posée par cette forme de servitude volontaire. Hein. J'évoquais hier quand même un certain nombre d'enquêtes d'opinion menées à l'échelon européen qui tendent à démontrer que de plus en plus de citoyens sacrifieraient volontiers des parts de liberté pour un profit de sécurité, que beaucoup de jeunes disent qu'au nom d'une forme d'efficacité, ils ne sont pas formellement attachés au pacte démocratique, ils pouvaient inventer d'autres formes peut-être plus autocratiques, mais sous le label d'efficace. Comment réinventer la démocratie pour éviter ces pièges ? Jean Leclerc. Bon, c'est gigantesque. Et puis, mais enfin, comme vous citez Jaurès à la fin de chaque intervention, et puis on a quand même abordé plutôt cette question du rapport avec des sphères d'hétéronormativité. Moi, j'aimais beaucoup cette phrase de Jaurès, discours de 1910 devant la Chambre. Il n'y a ni réprouvé ni excommunié dans la démocratie. Parce qu'évidemment, démocratie, citoyenneté et droit de résistance, et à la résistance, nous sommes véritablement là-dedans.
Alors, ce qu'il faut faire, d'abord, il faudrait aussi revisiter les choses élémentaires du fonctionnement d'une démocratie. Par exemple, le parlementarisme. Ça fait maintenant quelques années que j'ai à la fois peut-être l'honneur et la chance de voir un peu comment ça fonctionne. C'est très bien, mais si ce n'est pas revisité, si ce n'est pas repris au sérieux, si vraiment le travail parlementaire, le travail des députés ou des représentants n'est pas fait avec sérieux, avec rigueur et avec continuité, on va continuer à avoir toujours la même plainte que nous n'avons rendez-vous avec eux qu'au moment du choix électoral et puis qu'après, il n'y a plus rien. Et donc, il faut, c'est vrai, réinventer des temporalités pour faire que nous restions en contact avec cette expression de notre choix par notre suffrage universel, mais il faut s'assurer aussi que cette représentativité parlementaire, elle fonctionne bien et qu'elle fonctionne mieux. Voilà. Deuxièmement, je crois aussi qu'il faut être extrêmement attentif à la dynamique des flux sociaux et voir que, de ce point de vue-là, les structures de la démocratie ont changé et que donc il faut aussi réinventer de nouvelles formes de démocratie dans laquelle, je crois, et Édouard y a fait allusion, il faut prendre très au sérieux la question des affects. La question de nos affects, presque même au sens spinoziste, de nos affects dans la façon dont nous sommes en contact avec les institutions et avec toutes les structures de la démocratie. Et vous avez parlé de la question de l'indignation. Moi, je crois qu'il faut prendre aussi en compte les colères et penser que la colère est une expression nécessaire au bon fonctionnement de la démocratie et que nous devons avoir une lecture de la colère et une inclusion de la colère pour prendre la mesure que la colère est un progrès à l'intérieur d'une démocratie. Alors, on ne va pas refaire le débat, mais effectivement, il faut s'assurer de forme, il faut s'assurer de régulation et les prendre comme un fait. Voilà. Puis, il faut aller essayer de faire un travail considérable pour faire en sorte que l'on puisse prendre distance, et certainement avec un projet sociétal, un nouveau projet sociétal, de toutes les formes de la passivité, de toutes les formes passéistes que l'on voit intervenir dans les absurdités et dans les dysfonctionnements de la démocratie, qui fait qu'effectivement, dans son fauteuil, quand on passe son temps à liker et que l'on pense que l'on est ouvert sur l'univers, on peut en arriver à se satisfaire de la figure autoritaire, de la figure du tyran, et donc parler de la figure du tyran qui est toujours à venir, ou plutôt des figures du tyran, c'est se dire qu'en définitive, ce droit à la résistance, c'est une nécessité, et c'est une nécessité urgence. Mais pour quoi que ce soit, on a parlé tout à l'heure, les structures économiques, les structures de la domination sociale, les structures de l'enseignement, nous sommes les acteurs de cette domination, hein. Nous y participons dans nos deux universités. Et je ne suis d'ailleurs pas convaincu que les conditions qui ont été les miennes quand je suis arrivé à l'ULG en 1985 comme enfant d'une famille extrêmement modeste, seul universitaire, où tout le monde m'avait déconseillé d'aller à l'université, mais où ici, à la place du 20 août, j'ai compris, enfin surtout j'ai vécu, grâce à mes professeurs qui étaient des maîtres, une émancipation sociale, une émancipation intellectuelle. Je ne suis plus sûr qu'aujourd'hui, en 2019, avec ce que nous faisons, avec nos décrets paysages ou dépaysages ou autres, nous sommes encore dans ces structures où l'ascenseur social va pouvoir jouer. Donc c'est un droit qui est à la fois individuel, puis c'est un droit qui est aussi collectif et qui nécessite effectivement de notre part du projet et une volonté d'aller clairement en avant. À cet égard, votre appréciation, Édouard Delruel ? D'abord le constat que la démocratie est en danger, tout simplement, aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de bottes et de chemises brunes dans les rues, il n'y a pas besoin d'une guerre mondiale, il n'y a pas besoin de camps de concentration pour sortir de la démocratie. D'abord, les chemises brunes peuvent être remplacées très facilement sur les médias sociaux par toutes sortes de cols blancs qui font autant de dégâts. Les guerres mondiales peuvent très bien être remplacées par des guerres asymétriques, par des crises migratoires. Lorsque des milliers de personnes meurent en Méditerranée,
ce sont des formes de guerre. Et on n'a pas besoin de camps d'extermination. On a beaucoup de camps, beaucoup de lieux d'enfermement dans notre société. Et je suis atterré de voir comment aujourd'hui alors je vais employer un terme un peu jargonnant, cette dédémocratisation. Hein. On est toujours dans une démocratie formelle. Hein. On peut s'exprimer, et c'est pas rien. Hein. On le fait aujourd'hui. On peut aller voter, etc. Mais ça se dédémocratise. Hein. Et à quel point on banalise cela. J'étais il y a quelques jours en discussion avec un intellectuel universitaire flamand bien connu, Rick Torfs. J'étais absolument scié, consterné, je ne savais d'ailleurs pas quoi répondre, parce qu'il banalisait complètement. Et donc, le discours du Vlaams-Belang, en disant, oui, voilà, en Flandre, on a une tonalité un peu Vlaams-Belang. Vous, du côté wallon, vous avez une tonalité plus écolo, hein, comme si c'était une question de goût et de couleur. Certains sont un petit peu fascistes, d'autres sont un petit peu plus écolos. C'est comme ça. Bon. Voilà, donc, où finalement les idées du Vlaams-Belang ont complètement fait tache d'huile dans les partis démocratiques eux-mêmes, et je ne me fais pas d'illusions sur ce que pensent la plupart des Wallons. Donc je ne pense pas qu'il y ait une grande différence entre les Flamands et les Wallons. Je pense que les Flamands sont beaucoup plus à gauche qu'on ne le dit sur toute une série de questions socio-économiques, et que les Wallons sont beaucoup plus à droite qu'on ne le dit sur les questions migratoires et de sécurité. Mais donc d'abord, il y a danger pour la démocratie. Deuxièmement, comment sauver la démocratie ou comment renforcer la démocratie ? C'est pas compliqué. Mon idée fondamentale, elle n'est pas très originale. Il n'y a pas de démocratie politique sans justice sociale. Si aujourd'hui la démocratie politique est en recul, c'est parce que la justice sociale est en recul. Il suffit de lire les travaux de Piketty. Il vient encore de commettre un gros livre de 1200 pages que je suis en train de lire. Je ne vais pas vous faire croire que je l'ai terminé puisqu'il est paru il y a à peine une semaine, 15 jours, mais je le travaille assidûment. Et il documente les inégalités, l'ampleur des inégalités qui ne sont pas des inégalités de salaire, qui sont des inégalités de patrimoine. Mais ces inégalités créent des fractures dans la société qui rendent la démocratie tout simplement impossible. Il y a deux grands points dans la justice sociale. La question de la propriété, la question des patrimoines, et la question de la frontière, la question des frontières. Et c'est-à-dire la question des migrations, de l'immigration, de l'intégration, et je suis d'accord avec tout ce qui a été dit tout à l'heure à propos de cela. Ce sont les deux points principaux. Et pour moi, les fronts de la démocratie, et je vais en rester là, les fronts de la démocratie, c'est quoi ? Il y a deux urgences ici en Belgique pour la formation du prochain gouvernement fédéral s'il voit le jour un jour. La sécurité sociale, 12 milliards de déficit à l'horizon 2024, c'est-à-dire bientôt cessation de paiement de la sécurité sociale. C'est une bombe à retardement dans notre société. Et 2, la transition climatique, on n'est nulle part. Il y a 54 indicateurs de l'ONU en termes de développement durable. On en remplit 4 en Belgique. Donc ça, ce sont les deux priorités. Et les deux lignes rouges, c'est la migration, l'accueil juridiquement correct, humainement correct des migrants, et c'est la question de la fiscalité. C'est de poser la question. Vous savez, c'est pas compliqué. Quand vous pouvez poser la question aux gens, est-ce que vous trouvez qu'il y a trop d'étrangers ? Vous savez tout de suite où se situe la personne, si c'est un adversaire ou si vous pouvez commencer à discuter. Et deuxièmement, est-ce que vous êtes pour un impôt sur la fortune ? Voilà. Et donc, si on répond à ces questions, l'impôt sur la fortune et l'accueil des migrants, là, on peut répondre à la question de la justice sociale et on peut sauver la démocratie. Et puis après, on améliore le Parlement et on rend ça plus participatif, etc. Mais pour moi, les deux enjeux principaux de la démocratie politique, ce sont ces deux enjeux de la justice sociale, la propriété et la frontière. Merci, messieurs, de nous avoir aidés, comme on l'a dit, à inventer, ou en tout cas à laisser des traces pour inventer, pour progresser. C'est le but aussi de ces rencontres, ce n'est certainement pas d'épuiser le sujet, mais de nous ouvrir quelques perspectives de débat. Merci d'avoir été avec nous ce matin.